Ok, je vous propose de démarrer. Donc la haute résolution solaire. La haute résolution solaire, c'est un sujet qui est très... qui est très vaste. Je ne suis pas sûr que ça marche. Ah si, voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon. C'est un sujet qui est très vaste, donc pour rester dans une demi-heure, je vais traiter juste de certains sujets. Et je vais surtout vous montrer des images pour voir les phénomènes qui sont intéressants, qu'on peut observer en haute résolution solaire avec le matériel actuellement. Je vais surtout m'intéresser... Tu pourrais me repasser ton... J'aime bien les lasers. Alors, pour faire de la haute résolution solaire, c'est un peu comme la cuisine, il faut des ingrédients. Alors, il y a de multiples ingrédients. Il y a des histoires liées à la turbulence. On a un petit peu parlé de la scintillation tout à l'heure pour l'atmosphère. Il y a la turbulence, il y a le diamètre. Le diamètre, plus on a un diamètre plus grand, mais plus fins sont les détails visibles, normalement. Il y a les histoires de caméras. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau des caméras. Il y a les logiciels aussi. Il y a tout ce qui concerne les filtres et il y a tout ce qui concerne aussi la gestion du flux thermique. Puisque quand on regarde le soleil, ça chauffe. Donc voilà. Il y a tous ces sujets-là. Je ne vais pas traiter tout ça, sinon il faut 3 jours. Je vais surtout m'intéresser aux histoires de diamètre pour montrer que ça a du sens d'avoir des diamètres de plus en plus grands, même un amateur. Je vais aussi m'intéresser à la question du flux d'énergie, comment on fait pour gérer ce flux d'énergie qui arrive, quels sont les filtres, et aussi quels sont les types de filtres qui existent, parce qu'il y a beaucoup de progrès. Justement, on a un exemple ici avec l'héliostar, il y a beaucoup de progrès en termes de filtres H-alpha, mais aussi filtres qui sont utilisés pour l'observation de la photosphère. Donc je vais essayer de vous montrer ça surtout en image. Un petit truc au niveau des diamètres. Alors moi j'ai commencé l'astro en 1974. À l'époque le bouquin de référence était le Pierre Bourges. Et à l'époque l'instrument de référence l'instrument de rêve pour observer le soleil, c'était la lunette de 10 cm qui faisait rêver. Et ça c'était il y a longtemps, c'était au moment de l'imagerie argentique. Et on s'est aperçu, à partir, quand on a basculé en fait dans le numérique, on s'est aperçu que 10 cm, c'était pas assez, on pouvait faire beaucoup mieux avec un diamètre plus grand. Et en particulier, moi j'ai commencé à faire en 2012 des images de la photosphère avec un Célestron 14, 35 cm. Et là, clairement, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de détails. Puis après, en 2015, j'ai conçu un Newton de 300 mm spécialisé pour le soleil. Et à nouveau, on voyait des choses encore plus intéressantes. Donc actuellement, il y a de plus en plus d'amateurs qui ont des gros diamètres, on va dire 200-250 mm pour observer le soleil. Et alors c'est assez marrant d'ailleurs, c'est plus la France et l'Europe. Si on regarde les Américains ils sont toujours sur des petits diamètres, on ne sait pas trop pourquoi. Pourtant, aux États-Unis, tout est grand, mais en solaire, non, pas du tout. Et voilà, donc en image, ça donne quoi ? Le fameux Célestron 14, il est emmailloté, comme un peu des papiers en chocolat, là, en aluminium, là, pour ne pas chauffer, parce que son tube est noir, donc c'est pas très bon au soleil. Et pour gérer justement le flux incident qui arrive, on a c'est Bader qui fait ça, on appelle ça la feuille astrosolare, donc un système aluminé qui a une densité de 3,8. 3,8, ça fait 1 sur 6300 qui passe en lumière. Donc c'est assez lumineux. Et ça, c'est pas très cher. La feuille, à l'époque, elle coûtait quoi, 50 € peut-être, je sais plus, un truc comme ça. Ça dépend de taille. Voilà. Alors à l'époque, on pouvait l'acheter en 1 mètre. Donc on pouvait le mettre sur le 1 mètre du pic du Midi si on avait envie. Malheureusement, maintenant, on ne la trouve plus qu'en format A4, c'est tout petit, donc c'est un gros problème, et voilà. J'ai fait, ça marche. Tu avais fait un bricolage, tu avais mis 2 feuilles côte à côte pour, voilà. Donc ça, c'est une solution qui est très bonne qualité optique, donc prix tout à fait raisonnable, pour faire des images de la photosphère. Et je pense que j'ai une image, un exemple, voilà. Donc ça, c'est une vieille image, c'est vieux, c'est 2012. On avait une très très belle, un très beau groupe de tâches.
Et vous voyez des trucs intéressants. Vous voyez, alors là, c'est les points, on appelle ça les points ombraux, donc les points lumineux dans l'ombre des taches. Après, vous avez des points lumineux sur les filaments. Donc, si on fait des animations, on voit que ces points lumineux, ils se baladent comme ça, là, ils vont de l'extérieur de la tache vers l'intérieur de la tache. Voilà. Et bon, bien sûr, la granulation, la taille moyenne de la granulation, enfin des grains, c'est 1000 km en gros, voilà. Et ici, des facules. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir avec un Celestron 14. C'est fait à la maison, à 300 mètres d'altitude, dans le jardin, et c'est pas du tout un site extraordinaire. Après, c'est pas tous les jours que les conditions de turbulence sont propices pour ça, bien sûr, hein. Mais voilà, c'est faisable. Ça, c'est plus récent. C'est fait avec un Milone 250, donc 250 mm de diamètre. C'est toujours cette feuille astrosolar. Et c'était l'an dernier, je crois, oui, l'an dernier. Voilà un beau groupe avec des ponts de lumière ici. Vous voyez là, l'ombre est divisée en plusieurs parties, là aussi des ponts de lumière. Et la granulation qui est vraiment très bien visible. Là, elle est très belle. Là, c'est la différence de performance entre les caméras de 2012 et les caméras de maintenant. C'est ça qui fait la différence, hein. Là, vous voyez, la granulation est parfaitement visible sur tout le champ. Pardon, c'est quoi comme caméra là? Là, c'était une Basler 1920-155, donc c'est le capteur IMX 174, qui fait 1920 pixels par 1200. Et qui a une vitesse de 160 images par seconde. Donc typiquement, on fait une vidéo de 30 secondes, et puis sur ces 30 secondes-là, on conserve à peu près 2% des images. Et c'est 2% qu'on va recentrer, additionner, trier, etc. etc. Et ensuite on a ça, quoi. Donc ça, c'est 250 mm de diamètre. Pour gérer le flux de lumière, donc il y a cette approche qui est de mettre un filtre devant, donc le Bader par exemple ici. L'autre approche qui est faisable sur les lunettes, c'est de mettre ce qu'on appelle un hélioscope d'Herschel. Donc l'hélioscope d'Herschel, c'est comme un renvoi coudé, mais au lieu d'avoir une lame qui est illuminée, c'est une lame qui est semi-transparente. En fait, elle réfléchit 5% de la lumière. Voilà. Donc ça fait office de filtre en fait. Donc ça, c'est très bien, c'est très pratique pour les lunettes. Par contre, ça ne marche pas pour les télescopes, parce que le télescope, lui, si on met l'hélioscope sur le porte-oculaire, la lumière d'abord est focalisée, est concentrée sur le miroir secondaire. Donc le secondaire risque d'avoir chaud, donc ça ne marche pas. Donc ça marche uniquement pour les lunettes, ce système-là. Et les lunettes, en général, un amateur, on trouve des lunettes au maximum de 150 mm, grosso modo, de diamètre. Ça, c'est la lunette, juste pour le fun, de Serge de Conillou. C'est une lunette de 430 mm de diamètre. On appelle ça un réfracto-réflecteur parce que la lumière rentre par là, tac. Il y a un premier miroir ici, un deuxième là, et on observe ici. Et comme c'est une longue focale, 6 mètres de focale, il fallait que l'hélioscope soit gros aussi. Donc c'est probablement le plus gros hélioscope au monde, il fait 4 pouces, donc 100 mm de diamètre. Bon, c'est une installation un peu exceptionnelle. Alors je vous parle de ça parce qu'il y a ce principe de réflexion vitreuse qu'on applique maintenant, depuis quelques années, en observation solaire, dans ce qu'on appelle les télescopes à miroir non illuminé. Donc vous imaginez un télescope de Newton, voilà, normal si on peut dire. Et le miroir n'est pas illuminé, donc il y a juste 4% de la lumière qui réfléchit. Et ça fait office de filtre, finalement. Donc ça, c'est une très très bonne solution pour faire de la photo haute résolution. Bien sûr, l'instrument est spécialisé pour l'observation solaire. Mais on a de plus en plus, en amateur, en France, il y a de plus en plus d'instruments de ce type-là, dans la gamme des 200-250 mm de diamètre, donc des miroirs qui ne sont pas illuminés. Le plus gros actuellement, il fait 400 mm, donc ça commence à faire beaucoup. C'est un Belge qui l'a, c'est Alexandre Lost. Et puis il y a un Français aussi, David Domine, qui a fait un 400 mm solaire sur ce principe-là. Et ça marche qu'avec le système Newton ou ça marche aussi avec des systèmes à deux miroirs
Ça pourrait. Là, l'idée du Newton, c'est que c'est simple, voilà. Mais effectivement, on pourrait avoir un casse-grain. Donc le principe, c'est que le primaire n'est pas illuminé. Les autres miroirs sont illuminés, normalement. Donc ça, c'est vraiment le système optimal pour la haute résolution. Oui. Ouais. Oui, ça commence à être pas mal, ouais, effectivement. Ouais. Il ne faut pas mettre l'œil. Hein. Il ne faut pas mettre l'œil. La main, ça commence à chauffer quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a des filtres complémentaires. Donc ça, c'est la deuxième partie ça me fait la transition, justement. C'est que ça, c'est la partie amont, en quelque sorte. C'est pour gérer le flux thermique, voilà, pour diminuer le flux thermique. Mais après, on va mettre des filtres à bande étroite pour justement aller vers le rouge, le bleu, etc. Les 96% de la lumière qui ne sont pas réfléchis, ouais. Ils viennent éclairer la face arrière du miroir, ils ne sont pas diffusés n'importe où. Alors ça traverse. Ça traverse. Alors justement, c'est une très très bonne question. Ouais, exactement. C'est une très bonne remarque, ça. Il faut que le substrat utilisé soit très transparent. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il capte les infrarouges. Donc là en fait, c'est de la silice fondue. La silice fondue est très transparente, de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge assez loin. Par contre, si on prend David, lui, il a pris du zéro dur. C'est pas forcément un bon plan parce que le zéro dur, il est assez opaque. Il est rouge, orange en fait. Donc il chauffe en fait. Donc c'est pas un bon plan. Donc effectivement, il faut que le flux traverse et il ne faut pas que le flux sur la face arrière du miroir. Il ne faut pas que la face arrière du miroir réfléchisse, voilà. Alors ça, c'était un sujet, c'était un sujet quand j'ai conçu le truc à l'époque. Je m'étais posé la question, est-ce qu'il valait mieux que la face arrière soit polie, donc réfléchisse, ou est-ce qu'elle soit dépolie? Alors j'étais parti j'avais fait des essais avec le laser et tout, dans tous les sens. Je m'étais dit, il faut que ce soit dépoli, parce que dépoli, ça repart dans tous les sens, etc. Et en fait, ça ne change pas grand-chose, parce que si la face arrière est polie, en fait, il y a le miroir secondaire qui masque. Donc, les rayons qui sont réfléchis, ils sont réfléchis, mais de part et d'autre du miroir secondaire. Il n'y a aucun rayon qui réfléchit de la face arrière vers le miroir secondaire. Il faut faire un dessin pour voir ça. Il y a une grosse ruse là-dessus. Donc voilà, maintenant on sait. Et donc, puisqu'on a beaucoup de lumière, et c'est l'avantage, c'est d'avoir beaucoup de lumière, on peut utiliser des filtres. Alors les filtres, juste pour vous donner des grandes idées, la couleur du filtre, ça va jouer sur le contraste de l'image. Si on passe du rouge au vert au bleu, le contraste va augmenter. Ça, c'est lié à la physique solaire, le corps noir, etc., etc. Voilà. Si je vais dans l'ultraviolet, le contraste augmente. Si je vais du rouge au bleu, la résolution théorique augmente. Ça, c'est la diffraction. La diffraction diminue, donc les détails sont plus fins dans le bleu que dans le rouge. Théorique. Parce que la pratique, c'est la turbulence. La turbulence, ça marche dans l'autre sens, pas de chance. La turbulence est plus forte dans le bleu que dans le rouge. Donc voilà, on sent qu'il y a un compromis à trouver. Voilà. Au bout du compte, on a une panoplie de filtres qu'on va utiliser en fonction des conditions et de ce qu'on veut faire. Dans les nouveautés, il y a un truc qui n'est pas du tout nouveau pour les astronomes solaires pro, c'est le fameux filtre bande G à 430 nanomètres, donc c'est du violet profond. C'est un filtre qui permet de voir ce qu'on appelle les grains brillants intergranulaires, on verra des photos. Et puis, les nouveautés aussi, c'est un filtre proche UV qui permet d'avoir plus de contraste. Donc, je vous fais voir ça en image. Donc, ça, c'est fait avec le télescope de 300 mm, miroir non illuminé. Et c'est fait au pic du Château Renard, dans le Kera, à 2900 mètres d'altitude. Donc là, ça ne s'est pas fait dans le jardin, c'est clair. Il faut quand même des conditions appropriées. Et c'est le fameux filtre bande G.
Et alors, les points brillants dits intergranulaires, je sais pas, vous voyez les petits trucs blancs, là, etc. En fait, ce sont des tubes de champ magnétique qui sont assez petits et qu'on voit finalement. Quand on voit au travers, en fait, ça permet d'accéder à une couche plus basse, donc plus chaude du Soleil. C'est pour ça que c'est plus brillant. Donc en fait, ce sont des structures magnétiques très petites, verticales. Ça fait 500 km de diamètre, 300 km de diamètre, c'est tout petit. Des points brillants partout, des points de lumière aussi, beaucoup de détails. Voilà. Là, un truc marrant. Là, on est un peu sur un groupe de tâches qui est un peu sur le côté du disque. Et vous voyez, toute cette partie-là est lumineuse. Une tâche, c'est un petit peu en dépression. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la tâche en dépression et ça qui est un petit peu par-dessus. On voit juste, par tangence, le début des filaments et c'est blanc, c'est lumineux. C'est assez rigolo à voir. Et puis, donc, toujours les points brillants. Là, on est un peu plus, on est proche ultraviolet, 393 nanomètres. Et puis, alors ça va être difficile à l'écran, on n'est plus sur les points brillants intergranulaires qu'on voit quand on est au centre du disque. On est vers le bord du disque, donc on est tangent et on voit les facules. Les facules, c'est quoi? C'est tous ces points brillants. Alors, quand j'ai démarré l'astronomie, on disait les facules, c'est des trucs comme ça. C'est pas du tout ça. Ce qu'on voit à la lunette, c'est les plages faculaires. Les plages faculaires, en fait, sont faits de facules qui sont ces petits trucs-là. Et les facules, imaginez le grain, la cellule de granulation, c'est une espèce de petite montagne comme ça. La facule, en fait, c'est le bord de la montagne. Et en fait, le champ magnétique fait que, toujours le même principe, on arrive à voir au travers du grain, donc on voit une zone plus brillante, et c'est ce qu'on voit, parce que c'est la facule, en fait, ça. Donc tout ça, ce sont des facules. Un petit détour, un petit historique que j'aime bien. Le Perseki qui a écrit donc Le Soleil en 2 tomes en 1800, je ne sais pas combien, 50, 60, dans ces eaux-là. C'était un observateur hors pair. Il observait à la lunette de 9 pouces, donc 225 mm de l'Observatoire du Vatican, qu'a brûlé malheureusement après. Et puis, en lisant son bouquin pour préparer l'exposé, je retombe sur... Alors, c'est dommage, je ne vois pas trop les couleurs. Donc, lui, il voyait du rouge à l'intérieur des taches solaires. Il dit, c'est quoi ce truc? Donc, si vous avez les couleurs, ça c'est en rouge, et là aussi, il y a du rouge. Donc, il appelait ça des voiles rosées. Alors, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, Perseki, il a dû, je ne sais pas quoi. Mais malgré tout, vu ce qu'il observait par ailleurs, il observait les spicules, enfin plein de choses, on se dit quand même, c'est pas n'importe quoi. C'est bon, il y a un truc. Donc l'an dernier, j'ai commencé à creuser ça. Alors c'est clair que la température dans l'ombre de la tâche, elle est plus basse qu'à l'extérieur. Il y a 1500 degrés d'écart. Donc ça veut dire que c'est clair qu'à l'intérieur, c'est plus rouge. C'est plus rouge qu'ici, ça c'est clair. Voilà. Mais c'est pas parce que... C'est pas pour autant qu'on voit du rouge. Donc l'an dernier, je me suis amusé à essayer de voir la couleur en photo. Donc à l'écran, ça va être un peu dur. Donc j'ai pris... Voilà, il y avait une grosse tache. Et en faisant l'histogramme de différentes zones, on s'aperçoit effectivement que là, il y a un excès de rouge par rapport à la photosphère. Et en traitant le truc, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même du rouge. Voilà. Là, les couleurs sont juste amplifiées, elles ne sont pas déformées. Donc, il y a vraiment, photographiquement, il y a vraiment quelque chose qu'on voit, enfin, photographiquement. Après, j'ai regardé à l'oculaire. Alors, à l'oculaire, je vois nettement, que la pénombre, elle est un peu brune. Ça, c'est clair. C'est pas gris. Par contre, j'ai essayé de m'arracher les yeux. L'ombre, j'ai vu que du noir. Voilà. Mais il y a clairement un truc à essayer en ce moment, avec la grosse tâche qu'il y a en ce moment. Si vous avez un télescope, alors je pense qu'il faut probablement au moins 100 mm, il faut probablement grossir fortement. Bien sûr, un filtre neutre,
Voilà, hélioscope, je ne sais pas quoi. Voilà. Essayez de voir si vous arrivez à détecter quelque chose. Donc moi, j'arrive à voir du brun clair ici. Le limbe solaire, j'arrivais à voir que le limbe solaire était brun aussi, mais l'intérieur, j'y voyais rien. Oui. Est-ce qu'il avait, lui, comme c'était du verre fumé? Alors lui, non. Lui, il avait un truc qui est assez astucieux. Il appelait ça l'oculaire hélioscopique. C'est un système polarisant, si on peut dire. En fait, c'est basé sur l'angle de Brewster. Donc imaginez 4 prismes, comme ça. Et en fait, avec la polarisation, en fait, on a des polarisations croisées. On peut croiser, donc on peut, de façon uniforme, rendre de plus en plus sombre l'image, de plus en plus claire. Donc c'est très astucieux le truc. Donc il observait vraiment en lumière blanche. Donc voilà. En photo, on voit effectivement une couleur. Est-ce qu'on arrive à détecter ça? C'est le challenge. La question est ouverte. Et puis, il y a un truc aussi qui est assez étonnant, qui est plus étonnant. C'est ce dessin-là où on voit des espèces de langues lumineuses, voilà. Et là, rouge. Et on se dit, mais pourquoi c'est pas uniforme? Parce que la température, c'est uniforme, il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses. Et je me suis rappelé que j'avais fait cette image-là. Alors, je ne sais pas si on voit, ça va être dur. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle une ombre de. Umbral brightening, donc un embriancement ombral. Donc là, je pense que vous ne verrez pas, mais sur l'écran, on voit très bien qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre et il y a des choses lumineuses qui bougent en l'espace de 5-10 minutes. Ça se voit en H-alpha. Est-ce que ça se voit en visible? Ça me paraîtrait quand même tiré par les cheveux. Mais peut-être. Donc s'il y a des passionnés d'observation visuelle, je pense que c'est à tenter ce genre de choses. Je passe au H-alpha. H-alpha, il y a eu le même type de progrès que pour l'observation de la photosphère. Donc là, on est sur la chromosphère, c'est-à-dire l'utilisation de télescopes de plus en plus grands, en amateur. On est maintenant sur des télescopes de 200, 250, 300 mm, avec là aussi la question des filtres pour gérer la quantité d'énergie. Donc là, on n'a plus la feuille astrosolare, on n'a plus l'hélioscope d'Herschel, là, qui réfléchit 5% de la lumière. On a ce qu'on appelle un filtre ERF, Energy Rejection Filter, qui est en gros une lame qui est traitée. Et cette lame, elle va laisser passer essentiellement le rouge, enfin, ce qu'il y a autour de H-alpha. Voilà. C'est un pré-filtre, finalement, qui va en gros laisser passer 15, 20, 25% de l'énergie incidente. Donc ça va éviter qu'on crame la caméra derrière. Il y a eu pas mal d'évolutions. Pendant très longtemps, il y avait très peu de fabricants. Maintenant, il y a 4 fabricants. Les diamètres sont plus importants, les prix ont baissé. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus. C'est pas donné quand même, ça c'est clair, parce que c'est une lame mais qui doit avoir une qualité optique, puisqu'on la met devant. Et faire une lame à face parallèle, c'est beaucoup plus difficile que faire un miroir. Donc ça va être beaucoup plus cher qu'un miroir. Donc voilà. Et en plus, il faut la traiter. Et quand on dépose un traitement sur une lame, qu'est-ce qui se passe? C'est que la lame, elle se tord. Donc il faut traiter aussi des deux côtés. Il faut que le traitement soit équilibré pour ne pas déformer la lame. Donc c'est pas simple du tout. En fait, c'est pas simple du tout. Donc, voilà. Alors non, ça pas de problème celui-là. Celui-là, pas de problème. Par contre, effectivement, donc ça c'est la partie amont. Après, il y a la partie aval, dont tu parles, qui est le filtre vraiment H-alpha, qui va vraiment laisser passer juste l'hydrogène. Et là, il peut y avoir des problèmes pas d'usure, mais de vieillissement, liés à l'oxydation des couches, la pénétration d'humidité, en fait, dans les couches de traitement. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Et alors, beaucoup d'évolutions sur cette partie H-alpha, du filtre H-alpha. Mais une évolution, c'est l'héliostar, là, 76 mm. Là, on voit que c'est un très bon filtre. Et l'autre évolution, c'est l'idée d'empiler des jetages de filtres successifs pour augmenter le contraste. Filtre tout seul, on appelle ça simple stack, donc empiler une fois. Double stack, 2 filtres superposés, triple, voilà. Et l'intérêt de ça,
Mais je pense que ça se voit. Un seul filtre, 2 superposés, 3 superposés. Le contraste augmente, les filaments on les voit mieux, les plages brillantes on les voit mieux, etc., etc. Donc le but du jeu, pour les amateurs qui sont intéressés par la haute résolution solaire, c'est de détourner de leur usage initial des filtres comme on a, les LUMT, etc., pour les empiler les uns sur les autres et en avant. Voilà, c'est ça, on bricole pas mal. Là, c'est un exemple, un Célestron 8, donc avec sa lame traitée devant. Et puis derrière, alors on devine, c'est pas évident à voir, il y a 2 boîtes, et dans chacune de ces boîtes, il y a ce qu'on appelle l'étalon, voilà le filtre H-alpha lui-même. Donc il y en a 2 qui sont superposés, il y en a un ici, l'autre là, la caméra derrière, et là aussi c'est un système un peu différent, un premier filtre H-alpha ici, un deuxième filtre H-alpha, donc ça permet d'avoir un contraste nettement plus important. Donc là, quelques images. Donc ça, c'était fait il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou 2. Là, il y a un truc assez marrant. Donc, voilà, ça c'est le filament. Alors normalement, sur l'image initiale, on voit qu'il se poursuit en protubérance ici. On devine. On a ce qu'on appelle un embriancement à la base. Donc vous voyez, c'est plus blanc ici. Donc ça, c'est pas du tout un artefact de traitement, c'est réellement plus blanc. Donc là, il y a tous les professionnels qui ont développé des théories pour expliquer ça. Je ne serais incapable de vous expliquer le truc. Mais c'est un phénomène qu'on arrive à voir donc en amateur. Là, voilà, 2 groupes de taches avec un flair qui est en cours, donc une éruption qui est en cours. Donc vous voyez, finalement, les lignes de champ magnétique sont révélées par les filaments, quoi. Un autre filament, tac, bien sombre, avec, on appelle ça les barbs en anglais, là. Voilà, les ancrages dans la chromosphère. Une zone en flair, donc vous voyez, il y a des morphologies complètement différentes. Un filament là aussi, une tache par là. Là, on a un effet rasant, donc on a un effet 3D. Et effectivement, la chromosphère, elle n'est pas, comment dire, sphérique, plane. Enfin, il y a des hauts et des bas, hein, ça monte et ça descend. Et alors, on devine que la tache elle-même, elle est un petit peu en dessous. Et on devine que les filaments sont au-dessus. Voilà, c'est un peu au-dessus. Là, on voit que ça va vers le haut, clairement, hein, c'est sûr. DG. Il y a vraiment, là, on voit que c'est un peu plus bas que... Ça, c'est plus bas. Et donc ça, c'est vraiment du vrai relief. C'est réel, ça. Il n'y a pas du tout... Alors non, c'est une bonne question, effectivement. Ça serait à voir, ouais. C'est une bonne question. Si c'est la photosphère, c'est 100 km. Ouais. Ça fait 1500. Oui. Ouais, c'est une bonne question, ouais. Vous voyez, c'est vraiment tourmenté comme un peu un océan. Là, c'est un flair qui est assez important, avec les filaments dans tous les fibrilles. Voilà, c'est très brillant. Les flares comme ça, en l'espace de 30 secondes, 1 minute, ça évolue, quoi. C'est très vivant. Là, je voulais vous faire voir un truc, mais ça va être difficile peut-être. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est un flare. Et je ne sais pas, il y a si vous voyez, une structure en zigzag comme ça, là. Mais c'est peut-être... Donc ça, c'est bizarroïde. C'est franchement bizarroïde, ça. J'ai envoyé ça à un pro, effectivement, et c'est assez rare. Enfin, ça se voit parfois sur des images, mais voilà, je ne sais pas, il n'a pas su expliquer ce que ça pouvait être. On dirait une espèce de je ne sais pas quoi, d'ailleurs, en zigzag, là. Et ça a duré 3-4 minutes après, le truc s'est dispersé, quoi. Le fer était toujours là, mais cette structure-là qui est... Là, c'est là, donc il y a une grosse tache ici, et puis là, c'est une zone de ce qu'on appelle le soleil calme, donc voilà, il ne se passe rien, mais on voit des fibrilles, c'est ce qu'on appelle les fibrilles, qui sont allongées, complètement plats, étendus, etc. Je passe au calcium, je ne serai pas loin de la fin. Calcium, donc alors le calcium, ça a été le parent pauvre en quelque sorte de l'observation, parce que voilà, le H-alpha, on le voit à l'oculaire comme ça. Le calcium,
Si vous regardez le soleil en calcium à l'œil nu, on n'y voit rien parce que c'est proche UV, en général on ne voit rien. Et puis il n'y avait pas beaucoup de filtres disponibles. Et il y a eu vraiment de gros progrès depuis 4-5 ans, on va dire à peu près. Premier type de progrès, là aussi, c'est des diamètres encore plus gros d'instruments, de plus en plus gros, et surtout des progrès au niveau des filtres. Donc je vais vous montrer ça en image, ça je vais passer ça. Alors un des progrès très importants, ça s'est passé essentiellement l'an dernier. L'idée était pas nouvelle. Je vous ai montré des images prises avec le télescope de 300. Le miroir n'est pas traité, donc il réfléchit 5% de la lumière. C'est déjà beaucoup, il faut des filtres complémentaires. Mais quand on veut observer dans le calcium, c'est pas assez. On manque de lumière en fait. Parce que dans le calcium, on utilise des filtres à bande très serrés, donc il n'y a pas assez de lumière. Donc l'idée, c'est que s'il n'y a pas assez de lumière, il faut trouver un traitement de surface qui va renforcer la réflexion autour du proche UV, 50%, et puis après, le reste, on s'en fout. Voilà. Alors, c'est facile de faire une courbe et dire « je veux ça », après, il faut trouver la boîte qui sait faire ça. Ça, c'est autre chose. Et qui le fasse à un prix amateur. Ça, c'est encore autre chose. Donc, en 2015, il y a un amateur, je crois qu'il est belge d'ailleurs, Jean-Christophe Dalouzy, qui avait cette idée. Il est français ? Ah, ok. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il était... Voilà, c'est ça. En 2015, il a eu cette idée et il a discuté avec MCM, qui est une boîte, ils sont où, en région parisienne ou un peu plus au sud ? Voilà, à côté de Meaux, voilà. Et puis, voilà, c'était bon, ils ont fait un proto, etc. Sur ce principe-là. C'est pas allé jusqu'au bout pour différentes raisons, c'est pas le sujet. 2024, donc on saute presque 10 ans, il y a un amateur hongrois qui lance une gamme de télescopes solaires haute résolution, optimisés de chez Optimisé. Et qu'est-ce que je vois ? Qui propose un traitement, justement, qui permet d'augmenter la réflexion du miroir à une certaine longueur d'onde. Je lui dis, waouh, c'est intéressant. Et je lui dis, moi je suis intéressé par avoir un miroir qui fait ça pour le calcium. Et je lui dis, est-ce que tu peux faire une courbe comme ça ? Il me dit, oui, je peux faire une courbe comme ça. J'y croyais pas trop. Parce que quand même, pour faire ça, il faut c'est pas lui qui l'a fait tout seul. Enfin, il y a une boîte d'optique avec les cuves, les machins, etc. Donc je tente le coup, je me dis, bon, allez, faut essayer. Hein. Et effectivement, donc il m'a traité un miroir de 300 avec cette courbe-là. Dans les 50% de réflexion, c'est nécessaire pour pouvoir faire des observations en calcium avec une bande très étroite de 1 angstrom de large et en double stack, donc 2 filtres superposés. Je vais vous faire voir les images après. Donc ça, c'était le grand truc de l'an dernier. Alors avant, je vais juste vous faire voir ça. En calcium, donc on voit la chromosphère, mais la couche de chromosphère que l'on voit dépend de la largeur du filtre qu'on utilise. Si on utilise un filtre relativement large, en fait, on va voir plutôt la basse chromosphère, 500 km au-dessus de la photosphère. Plus le filtre est serré, plus on va voir haut. Enfin, haut, c'est 2000 km à peu près, 1500-2000. Donc, on aimerait bien observer avec des filtres très serrés pour voir ce qui se passe dans la partie haute de la chromosphère, qui est la partie la plus spectaculaire. Il y a les filaments, les protubérances, enfin, il y a plein de choses. Donc d'abord, une illustration de l'effet de la bande passante sur une image du disque solaire en entier. Ça, c'est la photosphère. Voilà, on est à 393 nanomètres, donc le proche UV. Un filtre de 3 nanomètres de largeur. Voilà, on voit les taches, bon, tout est normal. Les plages faculaires plus brillantes. Là, on bascule sur du calcium. 1,4 angstrom de bande passante de largeur. Calcium, vous voyez, c'est très différent. On est sur la chromosphère. Donc, on a les plages brillantes, etc. Et puis, si on met 2 filtres superposés, on a encore plus de contraste, voilà, plus de détails. Maintenant, on va voir ça sur des images haute résolution. La photosphère, donc toujours avec cet effet-là comme ça. Les facules ici, non, là c'est plutôt des grains brillants intergranulaires, voilà.
Après, hop, ça c'est calcium. Vous voyez la différence, c'est la même zone. Hein. Même zone, tac. Très différent. On a ce qu'on appelle la granulation inverse. Ça veut dire que le centre de la cellule de granulation, il est sombre et c'est le pourtour qui est brillant. Alors que sur la photosphère, le centre est clair puisqu'il est plus chaud et le pourtour qui est plus froid, il est plus sombre. En calcium, c'est l'inverse. Et puis, les plages actives voilà, qui apparaissent en blanc comme ça, les ponts de lumière ici. Donc ça, c'est du calcium. Calcium encore plus serré. Là, la bande passante est 3 fois plus étroite que tout à l'heure. Vous voyez l'effet de la bande passante. Tac. Et là, on devine les filaments. Je ne sais pas si c'est vraiment, on devine qu'il y a des petits trucs qui se développent comme ça. Et on va voir mieux ça, je pense, sur cette image-là. Voilà. Donc là, il y a un flair. Les taches. Alors les taches, les taches, c'est au niveau de la photosphère. Quand on observe dans la chromosphère, mais les taches, elles sont un peu masquées par ce qu'il y a au niveau de la chromosphère. Donc c'est pour ça qu'on voit surtout la partie pénombre. Le reste, c'est... Et puis, bon, les flares. Et là, je pense que je suis en double stade. Voilà. La même zone, 1,4 angstrom de bande passante, et puis 2 filtres superposés. Bon, avec l'éclairage, ça ne rend pas trop. Hein. Donc là, on a des filaments de partout. Hop. Là aussi. Là, bon, on est un peu éclipsé. Là. C'est sombre sur sombre, c'est pas l'idéal. Donc là aussi, toute une activité de flair. Voilà. Un flair en cours, avec des structures un peu partout. Là, on a une tache. Alors, je ne sais pas si vous deviniez, on devine un peu une structure un peu spirale. Je pense que c'est peut-être pas évident de voir de loin. Depuis la pénombre jusqu'au filament, c'est un peu en spiralé. Et si on diminue la bande passante, voilà. Voilà. Vous voyez, on a vraiment une structure spirale qui se développe. Et puis, au sein de la tache elle-même, de l'ombre, on voit des petites choses aussi qui se passent. Je suis vers la fin, là, je pense. Ouais. Voilà. Ouais. Oui. Et je pense que, voilà, je crois que c'est la dernière, voilà. Donc là, à nouveau, on est sur le limbe, avec un petit effet 3D et léger qui dépasse par ici. Voilà. Merci beaucoup.